Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 10 septembre 2024. C'est avec grand plaisir que nous entamons une nouvelle saison radiophonique avec notre émission phare, Les matinales. Nous espérons que vous avez profité de l'été et que vous êtes dans une forme olympique. Au micro, depuis notre studio à Paris La Défense, votre duo habituel, Laurent Chillet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Je suis également très heureux de reprendre le chemin du studio et de retrouver nos auditrices et nos auditeurs après cette pause estivale bien méritée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. Une nouvelle saison, Laurent, qui s'annonce particulière Et très prometteuse. En cette saison 2024-2025, les matinales vont en effet souffler leur 10e anniversaire. En 10 ans, notre radio a produit plus de 500 émissions et a réuni à son micro des centaines d'invités issus des grandes sociétés du CAC 40, mais aussi de plus petites entreprises, ainsi que les principaux régulateurs et normalisateurs, qu'ils soient nationaux ou européens. Pour célébrer cet événement, nous souhaitons porter la voix de KPMG encore plus fort et encore plus loin. Au cœur de l'été, nous avons ainsi lancé une nouvelle application avec de nouvelles fonctionnalités. Disponible dès aujourd'hui, l'application Radio KPMG se positionne comme un média innovant au service de tous les secteurs d'activité. Allez donc vite la télécharger, elle est gratuite et accessible à tous dans l'App Store et dans Google Play. Retour donc Laurent à l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière depuis le 2 juillet, date de notre dernière matinale. Oui Hélène, retour à notre ligne éditoriale, mais une fois n'est pas coutume, cette première édition de la saison comporte uniquement un journal enrichi par l'éclairage de plusieurs experts. Mais je n'en dis pas plus et je laisse nos auditeurs découvrir nos invités au fil de l'eau. Le journal. Quels sont les titres aujourd'hui à la une de ce journal, Laurent ? Dissolution de l'Assemblée nationale oblige, l'actualité est donc moins dense qu'à l'accoutumée. Toutefois, à la une de ce journal, nous évoquerons l'actualité fiscale tout d'abord et le processus ralenti du projet de loi de finances pour 2025, dont nous allons tout de même tenter de comprendre les grandes lignes. L'actualité sociale ensuite, avec les décrets relatifs à la loi sur le partage de la valeur publiée au début de l'été. Et enfin, l'actualité comptable avec la parution d'une note de la CNCC à propos de la comptabilisation des congés payés acquis lors des périodes d'arrêt de travail. En fin de journal, nous vous présenterons les nombreuses publications estivales fort utiles pour nos auditeurs. Voilà, vous avez le programme de cette matinale. C'est parti pour la saison 2024-2025. Entamons tout de suite ce journal, Laurent, avec l'actualité fiscale, ou plutôt l'absence d'actualité fiscale. En effet, Hélène, en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances, ou plus connu sous l'acronyme PLF, pour 2025 n'a pas pu être préparé selon le calendrier traditionnel. Marie-Pierre Haut, avocate et directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocats, nous explique comment les services de Bercy travaillent dans ce contexte politique inédit. Les exigences constitutionnelles, ainsi que celles de la loi organique des lois de finances, contraignent drastiquement le calendrier d'adoption de ce projet de loi de finances 2025. Le dépôt du texte sur le bureau des assemblées est fixé par la loi organique au 1er mardi d'octobre, ce qui impose qu'ait eu lieu dans les jours qui précèdent une délibération en Conseil des ministres, traditionnellement le dernier mercredi de septembre, et en amont de celui-ci, l'avis du Conseil d'État, puis celui du Haut Conseil aux finances publiques. Ce calendrier ne laisse que peu de jours pour finaliser le texte initial. Or, et c'est la deuxième contrainte, le contenu technique du projet de loi de finances n'est pas encore fixé puisque les débats sur les orientations politiques en matière de dépenses et de fiscalité n'ont pas encore eu lieu, faute de gouvernement de plein exercice. Le gouvernement démissionnaire, qui n'a pas pu mener ces discussions avant l'été, a retenu une position politiquement conservatrice. Il a bien transmis aux ministres leur lettre plafond de dépenses, mais pour un montant égal à celle votée pour 2024, en l'occurrence 492 milliards d'euros. Ce qui, dans l'hypothèse d'une absence de mesures fiscales nouvelles, conduirait à une amélioration du solde d'environ 10 milliards d'euros grâce à la progression naturelle des recettes. Au-delà de ces incertitudes, quelles sont les mesures qui paraissent actées ? C'est ce que nous avons demandé, Hélène, à Marie-Pierre Haut. Aucune mesure n'est pour l'heure actée. La situation que nous vivons, qui est totalement inédite sous la Ve République, rend toute prévision totalement incertaine.
L'élément essentiel d'analyse qui nous manque est l'équilibre qui se dégagera de l'opposition entre les deux forces politiques en présence, celle favorable à une accentuation de la dépense publique avec la pression fiscale associée d'une part, et celle favorable à la poursuite d'une politique de l'offre favorisant la compétitivité des entreprises d'autre part. Ce rapport de force et ce point d'équilibre ne sont pas encore connus ni même prévisibles. Rien, Laurent, n'est donc gravé dans le marbre. On peut même dire, Hélène, que beaucoup d'options restent encore ouvertes, et c'est ce que nous confirme Marie Pierrot. Durant l'été, un certain nombre de mesures ont été évoquées par les différents blocs politiques. Elles ont porté sur des allègements de charges sociales, sur l'apprentissage, sur l'alourdissement de la fiscalité du patrimoine ou celle des revenus des personnes physiques dites les plus riches. D'autres options étaient déjà dans les projets du gouvernement sortant et sont toujours ouvertes, comme la taxation des opérations de rachat d'actions au suivi de leur annulation, celle des énergéticiens par le biais de la contribution sur la rente inframarginale, voire le durcissement de l'assiette du crédit d'impôt recherche. Enfin, cet été a été ouverte, vous le savez Hélène, une procédure pour déficit excessif à l'encontre de la France. Marie Pierrot nous dit ce que cela implique. C'est la troisième contrainte à laquelle ce projet de loi de finances doit faire face. La France va devoir présenter à Bruxelles avant le 20 septembre un plan pluriannuel de réduction structurelle de ses dépenses publiques afin de passer la barre des 3% de déficit public. Même s'il semblerait qu'un délai supplémentaire ait été demandé très récemment pour s'aligner sur le calendrier du PLF 2025. En présence d'un déficit plus important que prévu, 5,6% au lieu de 4,4%, il faudrait trouver environ 100 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2028, dont 30 milliards dès 2025. Les talents de négociateurs de notre nouveau Premier ministre seront certainement précieux. Nous devrons donc, Hélène, encore patienter pour découvrir ce projet de loi de finances 2025 et le décrypter sur nos ondes. Et nous le ferons, Laurent, dans une prochaine édition des Fiscales, diffusée dès que les choses auront été clarifiées. Poursuivons ce journal avec l'actualité sociale. 2 décrets d'application, Laurent, de la loi sur le partage de la valeur ont été publiés au début de l'été. Oui Hélène, le premier le 29 juin et le second le 5 juillet. Il semble que les dispositions relatives à l'appréciation des seuils d'effectifs et celles relatives à la base de données économiques, sociales et environnementales, ou BDESE, sont relativement anecdotiques. Les points les plus importants figurent dans le décret du 29 juin et étaient attendus afin de mettre en œuvre certaines dispositions légales. À savoir les modalités d'affectation de tout ou partie de la prime de partage de la valeur à un plan d'épargne salariale, qui ont été définies, ce qui permet de bénéficier d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu. Ont également été déterminées les modalités de mise en œuvre des plans de partage de la valorisation de l'entreprise, qui est un nouveau dispositif créé par la loi et qui peut donc désormais être négocié au sein des entreprises. Enfin, a été fixée la liste des labels des fonds d'épargne vertes et socialement responsables qui doivent, selon la loi, être obligatoirement proposés au sein des plans d'épargne salariale. Par ailleurs, les 2 décrets augmentent les plafonds d'exonération de cotisations sociales en cas de versement unilatéral opéré sur un plan d'épargne salariale. Enfin, le décret du 5 juillet crée de nouvelles possibilités de déblocage anticipé par le salarié de sommes affectées sur un plan d'épargne salariale, comme par exemple les dépenses liées à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale. Et ceux de nos auditeurs qui sont intéressés par ce sujet du partage de la valeur peuvent écouter ou réécouter notre édition des Sociales de KPMG, diffusée le 8 juin 2023. Intéressons-nous maintenant, Laurent, à l'actualité comptable. À la suite des décisions de la Cour de cassation de septembre 2023 et de la loi dite loi Dadu, votée en avril 2024, le Code du travail a été modifié en matière de droit à congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail. Oui Hélène, et ce afin d'assurer la conformité du Code du travail français avec le droit européen. Nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur ces ondes. Nous avons aussi évoqué les incertitudes comptables que soulèvent ces changements. Or, le 4 juillet dernier, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a publié une note pour clarifier les conséquences comptables induites par ces nouveaux textes. Quelles sont les précisions apportées par cette publication de la CNCC ? C'est ce que nous explique Sonia Moulinier, associée au sein du département de la doctrine comptable de KPMG. Tout d'abord, peut-être faut-il indiquer que la note de la CNCC s'inscrit uniquement dans le cadre du référentiel comptable français, mais qu'elle peut aussi être utile pour les préparateurs d'états financiers IFRS. Sans surprise, c'est sur les incidences comptables des arrêts de travail survenus entre décembre 2009
et la date d'entrée en vigueur de la loi que se focalise cette note. Elle confirme la nécessité de comptabiliser dans la plupart des cas un passif et en précise la nature. Pour les salariés en arrêt maladie à la date d'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire en avril 2024, la CNCC indique que la dette de congés payés doit être ajustée à hauteur des congés complémentaires auxquels le salarié a désormais droit. Pour les autres salariés présents dans l'entreprise en avril 2024, la note contient un arbre de décision pour aider les entreprises à se poser les bonnes questions et conclure si elles doivent ou non comptabiliser un passif. Nous avons donc, Hélène, demandé à Sonia Moulinier de préciser quand, dans ce cas, l'entreprise doit comptabiliser un passif. L'entreprise doit ajuster à la hausse la dette de congés payés si elle a informé les salariés de leurs droits complémentaires acquis sur les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi ou si le salarié a fait une demande de régularisation acceptée par l'entreprise. S'il n'y a pas eu d'information ou si l'entreprise est en désaccord avec les demandes de régularisation, une provision pour risque doit être estimée. Et ce n'est principalement que si les salariés n'ont droit à aucun congé complémentaire en vertu du texte ou du fait de dispositions conventionnelles qui leur étaient plus favorables qu'aucun passif ne serait à comptabiliser. La note contient également un arbre de décision pour les salariés ayant quitté l'entreprise depuis moins de 3 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi. Je rappelle qu'au-delà de 3 ans, les entreprises pourraient invoquer la prescription des droits. Se pose aussi la question de la qualification de ces changements sur le plan comptable. Sonia Moulinier nous le dit. La CNCC confirme qu'il s'agit de changements d'estimation à comptabiliser donc en résultat sur l'exercice en cours. Des clarifications qui sont donc bienvenues, Laurent. Certes, mais on peut toutefois se demander si, en dépit de cette publication, il reste des zones d'ombre quant à la comptabilisation des congés payés en période d'arrêt de travail. Sonia Moulinier nous répond. Il y a 2 principales zones d'ombre, si on peut les appeler ainsi. D'abord, des incertitudes existent sur l'application même de la loi, en particulier sur les périodes antérieures à son entrée en vigueur. Citons à titre d'exemple la question de la prescription qui peut encore faire débat. La deuxième zone d'ombre porte sur l'évaluation des risques de régularisation. Les entreprises vont en effet être contraintes d'émettre des hypothèses en fonction notamment du nombre de demandes déjà formulées ou des contentieux en cours. Enfin, nous avons posé une dernière question à Sonia Moulinier. Que peut-on recommander aux entreprises pour se conformer aux éléments apportés dans la note de la CNCC, notamment dans la perspective de la clôture 2024 ? On l'écoute. Compte tenu de la complexité de la loi, les entreprises doivent rapidement, si ce n'est pas déjà fait, mener des travaux avec le concours de leur conseil juridique pour identifier les impacts de ce texte et les risques de régularisation qui en découlent. Le travail de recensement des arrêts maladie susceptibles de conduire à des régularisations peut être compliqué, l'effort devant en priorité se concentrer sur les arrêts les plus longs. Il ne faut sans doute pas non plus négliger la charge de travail liée à la mise à jour des systèmes d'information pour suivre à l'avenir les arrêts de travail et estimer la dette de congés payés qui en découlera. Dernière information importante pour nos auditeurs, rappelons que les salariés disposent de 2 ans pour réclamer les congés dus au titre de la période allant de décembre 2009 à avril 2024. Eh bien, espérons, Laurent, que cette note de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes permettra d'y voir plus clair dans la comptabilisation des congés payés, notamment pour la période antérieure. Avant de clôturer cette émission, Laurent, faisons le tour des publications estivales et elles sont nombreuses. Tout à fait. Au-delà du numéro de juillet d'IFRS en bref, je signalerai à nos auditeurs la 37e édition de la lettre de la gouvernance de KPMG, la publication First Impression de KPMG International, relative à la nouvelle norme IFRS 18, présentation et informations à fournir dans les états financiers. Notre nouvelle étude Taxonomie 2024 vers une communication conforme, source de transparence et de performance. Et enfin, le premier jeu de réponse de la Commission européenne sur les FAQ relatives à la CSRD et également 93 Q&A de l'EFRAG sur les ESRS. Et vous trouverez les publications KPMG sur notre site kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons sur les ondes de Radio KPMG le mardi 1er octobre prochain pour une nouvelle matinale. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous. Les matinales de KPMG.